Top 3 des sports de combat les plus inutiles dans un combat de rue. Vraiment, c'est nul. En top 1, t'as le karaté et le taekwondo. Imagine, tu dois te battre et tout ce que tu sais faire, c'est ça. Dans ce cas, faut arrêter d'appeler ça un sport de combat. Il est comme ça. J'ai pas compris le but de ce sport. Si globalement passer les danes, ce n'est plus corrélé au combat, mais juste à quel point tu sais faire du striptease devant des chamans au rang élevé. Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas du karaté. Même s'ils ont la dégaine et qui est écrit karaté dans la vidéo d'avant, je vous assure que ça, c'est pas du karaté. Quand est-ce que tu affrontes quelqu'un? T'es ceinture noire, ok, pas de souci. Et le pire, c'est que les deux là, ils sont même pas en train de combattre. Pour moi, c'est un sport de combat. Si l'adversaire dit bagarre. J'irai même plus loin. S'il perd, ça remet en cause toute la légitimité du karaté et du... Oui, d'accord. Ok, on va prendre ta mère. Prenons ta mère. Disons, à ses 20 ans. Si elle devient triple championne du monde de karaté, pourrait-elle battre Mike Tyson ou bien un 9e dan? C'est une question à laquelle on va répondre honnêtement, parce que quand on regarde certaines compétitions, on comprend vite d'où vient le doute. Des gestes dans le vide, des scores qui paraissent arbitraires, des combats interrompus toutes les 2 secondes, des katas qui ressemblent parfois davantage à de la gymnastique rythmique en kimono qu'à un affrontement. Mais le vrai problème commence ici. Ce que vous voyez dans ce karaté compétitif, ce n'est pas l'ensemble du karaté. En revanche, cela reste du karaté. Ce serait un peu comme regarder Top Chef et croire que l'on a compris toute la cuisine. La cuisine est infiniment plus vaste que ça. Il y a la cuisine familiale, la cuisine traditionnelle, la cuisine de survie, la gastronomie, les recettes transmises de génération en génération. On ne peut donc pas réduire toute la cuisine à une émission télévisée. Mais Top Chef reste malgré tout de la cuisine. Avec de vrais cuisiniers, de vraies compétences techniques, de vraies contraintes de performance. C'est simplement une version spectaculaire, compétitive et médiatisée d'un univers beaucoup plus large. Et le karaté de la Fédération mondiale, le karaté WKF, fonctionne exactement de la même manière. Dans cette vidéo, on va remonter à la source, comprendre ce qu'est le karaté, d'où il vient, comment il a été transformé, et surtout comprendre pourquoi presque plus personne ne comprend ce qu'il cherche réellement à optimiser. Mais avant même de parler de karaté, avant même de parler de combat, il faut d'abord régler une question fondamentale. Le mot « sport » ne veut rien dire. On utilise le mot « sport » pour désigner des réalités qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Quand tu dis je fais du sport, tu peux vouloir dire 2 choses totalement différentes. La première, c'est le sport capacité. Le sport capacité, c'est le sport qui n'a pas besoin de règles. Pas de règles, pas d'arbitre, pas de jeu. C'est juste toi, ton corps, et les capacités que tu développes. Ça, c'est toi. Quand tu vas à la salle de musculation, quand tu vas au parc de street workout pour faire de la calisthénie, quand tu fais ton footing autour du lac, quand tu fais du yoga ou du stretching. Là, tu n'es pas en train de jouer à un jeu. Tu cherches à développer des capacités corporelles. Et deuxièmement, quand tu dis « je fais du sport », tu peux aussi vouloir parler du sport game. Le sport qui est un jeu. Il y a des règles, il y a un arbitrage, il y a une méthode pour gagner, et ce qui compte, c'est la victoire. Souvent, dans ces sports, il y a des compétitions, il y a des tournois, donc on parle ici de sports comme le football, le basketball, le golf, le tennis, les échecs. Le champion de tennis et le champion de boxe anglaise sont tous les deux en train de jouer à un sport game. Un jeu codifié avec des règles, un arbitrage et une manière de gagner. Et les sports de combat, c'est ça. Ce sont des sports game, des jeux. Ce sont des jeux qui se basent sur des techniques de combat pour créer un système avec des règles, des points et des conditions de victoire. Mais souvent, le sport game et le sport capacité se confondent. Et c'est normal, parce que dans la plupart des sports games, dans la plupart de ces jeux, afin d'atteindre le haut niveau et d'être optimal, on a besoin de développer ses capacités corporelles. Et donc on a besoin de pratiquer le sport capacité. Même si ce n'est pas forcément valable pour l'e-sport ou pour les championnats d'échecs, dans la plupart des sports games, les athlètes de haut niveau suivent un programme de sport capacité. Voilà les 2 réalités. Un seul mot. Et c'est déjà la source de 90% des malentendus sur les arts martiaux. Et là, on arrive au nœud du problème, la définition même de l'art martial. Mais alors, c'est quoi un art martial? L'art martial, ce n'est pas une autre case. Ce n'est pas un autre type de sport en plus. C'est une couche au-dessus, c'est un méta-concept. Commençons par le mot lui-même. Martial, ça vient de Mars, le dieu romain de la guerre. À la base, un art martial, c'est un système pour survivre à la guerre. Et survivre à la guerre, c'est beaucoup plus large que savoir frapper, parce que la guerre, ce n'est pas juste un duel. C'est un contexte total, chaotique, imprévisible. Bien sûr, il y a l'affrontement direct. On fait face, on neutralise l'ennemi et on gagne. C'est aussi de la stratégie. Savoir quand combattre ou fuir, savoir lire une situation avant qu'elle ne dégénère, choisir le bon moment, le bon angle, la bonne réponse, ne pas réagir par panique, prendre les bonnes décisions. Et pour savoir faire ça en contexte de guerre, il faut savoir maîtriser ses émotions. Il faut apprivoiser la peur, rester lucide quand tout pousse à la panique. Et ça, c'est un travail intérieur énorme. Pour survivre à la guerre, il y a aussi la transmission. Parce que tu ne gagnes pas une guerre seule. Tu dois transmettre tes stratégies à tes alliés et les transmettre efficacement sans les livrer à l'ennemi. C'est une contrainte fondamentale et elle va expliquer des choses très concrètes, notamment la manière dont les arts martiaux ont développé leur propre système de chiffrement. Et enfin, pour survivre à la guerre, on peut tout simplement faire la paix, désamorcer la violence avant qu'elle n'éclate, ne plus faire la guerre. C'est aussi une stratégie de survie et c'est peut-être la plus sophistiquée. C'est pour ça que l'art martial, ce n'est pas juste une collection de techniques de combat, mais un système complet de survie
qui intègre la gestion interne et émotionnelle, le savoir transmettre, ainsi que la recherche de paix et de morale. Et toute cette combinaison fait que c'est un art. Mais on peut aussi parler d'art au sens brut, au sens artistique et esthétique. Dans un art martial, la beauté du geste est un proxy de son efficacité, parce qu'un mouvement parfaitement exécuté est à la fois le plus beau et le plus efficace. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biomécanique pure. Quand tu frappes, la force que tu génères est une masse multipliée par une accélération. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Plus tu accélères une masse importante vers un point précis, plus l'impact sera dévastateur. D'où la position précise des articulations, la tension du poignet, l'alignement des phalanges. Quand tu donnes un coup de poing, cette force ne vient pas que du bras. Elle vient de toute la chaîne cinétique, les jambes, les hanches, les épaules. Et c'est la sollicitation de toute cette chaîne complète qui va faire toute la différence. Le geste parfait, c'est le geste qui est juste biomécaniquement. Et le geste juste biomécaniquement est un geste beau. Que ce soit dans sa courbure, sa linéarité ou sa justesse biomécanique, ce sont exactement les deux faces d'une même pièce. Et cette recherche esthétique, cette recherche du geste parfait, en plus d'optimiser la biomécanique, permet aussi de faire ce travail intérieur. Parce que maîtriser un geste au point qu'il soit parfait, réussir à faire en sorte que ce geste soit reproductible à la perfection et de manière systématique, cela revient à maîtriser finement tout le corps qui produit ce geste. C'est avoir un contrôle total sur soi, et donc, dans les arts martiaux, la recherche de perfection dans le geste sert à la fois l'efficacité biomécanique et le travail mental intérieur. Enfin, autour de tout ceci, il y a un cadre, un code moral, des cultures, des traditions. Entrer dans un art martial, c'est entrer dans un système qui te transforme de l'intérieur. C'est un chemin, c'est une voie à suivre. C'est le concept du do. Do, en japonais, ça veut dire la voie. Le concept générique, celui qui désigne la voie martiale en général, c'est le budo. Et il y a plusieurs budo. Par exemple, la voie du sabre, c'est le kendo. La voie de l'harmonisation des énergies, c'est l'aïkido. Et la voie de la souplesse, c'est le judo. Le Japon Meiji est la naissance du judo. À la fin du 19e siècle, c'est l'ère Meiji. Les arts des guerriers féodaux, qui étaient pensés pour tuer sur un champ de bataille, n'ont plus de raison d'exister dans la société japonaise moderne. Mais il existe encore des dizaines d'écoles de jujitsu, chacune avec ses techniques secrètes. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de pédagogie moderne, et c'est impossible à enseigner à grande échelle, impossible à intégrer dans un système éducatif. Et c'est là qu'arrive Jigoro Kano. En 1882, il fonde le Kodokan. Et ce n'est même pas un nouvel art martial, c'est simplement une école dans laquelle il reprend tous les fondements du jujitsu, qui étaient brutaux, fragmentés, ingérables, et il les réorganise de fond en comble. Il retire tout ce qui est trop dangereux pour l'entraînement quotidien. Il crée une pédagogie basée sur ce qu'on appelle le randori, l'entraînement libre avec résistance réelle. Et il invente une philosophie éducative, et surtout, et c'est le point crucial, il crée dès le départ un projet institutionnel complet, la voie de la souplesse. Le judo. Le judo coche toutes les cases simultanément dès son origine. C'est un art martial avec une voie, un chemin. Il y a de la transmission, il y a de la philosophie, il y a un code moral, il y a des techniques de combat. C'est en plus de ça un sport capacité évidemment avec un programme de développement physique complet. Et enfin c'est un sport game avec des règles claires. Les confrontations sont codifiées. Le système de scoring est très naturel. Tu projettes ou tu es projeté. C'est binaire, c'est lisible, c'est évaluable. Jigoro Kano n'a pas amélioré le jujitsu. Il l'a domestiqué. Il en a fait quelque chose d'enseignable dans les écoles, compatible avec le programme de l'État japonais, exportable à l'international et compréhensible pour le grand public. Et ça c'est un coup de génie institutionnel, pas seulement martial. Le judo devient enseignable dans les écoles, puis il devient très rapidement olympique. C'est un système complet. Un art martial, un sport capacité, un sport game, tel quel dès le premier jour. Et pendant ce temps, pendant que Jigoro Kano structurait le judo comme un projet national, il se passait des choses très différentes sur une toute petite île à 1500 km de là. La voie de la main vide. Cette île, c'est Okinawa. Du XVIIe au XIXe siècle, cette île n'est ni le Japon, ni la Chine. Elle n'a pas de frontières claires, c'est un carrefour culturel sous domination successive, mais du coup, on a une population qui est désarmée, qui est sous contrôle. Ainsi, dans ce contexte, cette population développe son propre art de survie, tiré d'une double influence, les techniques chinoises et les méthodes de combat locales. C'est la voie martiale d'une population sans armes, la voie du combat à main nue, c'est-à-dire le karaté-do, la voie de la main vide. C'est un système complet. Il y a des coups de poing, des coups de pied, des frappes, des interceptions, des déplacements, des saisies, des clés, des projections, des balayages, des étranglements, du travail à courte distance et du travail à longue distance. Mais surtout, et c'est fondamental, à l'origine ça n'a pas été pensé pour être compatible avec un sport game. Et c'est là que ça diverge radicalement du judo. Le karaté n'a pas de règles de jeu ni de système d'évaluation codifié. C'est donc 100% art martial, 100% sport capacité et 0% sport game. C'est ce détail qui va tout changer, mais on y reviendra. Et donc dans le contexte okinawaïen, comment peux-tu transmettre des techniques de combat mortelles à tes alliés sans les livrer à tes ennemis? Déjà, tu ne les écris pas pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Et donc tu crées un système qui permet de compresser l'information pour pouvoir la transmettre, mais aussi un système qui permet de chiffrer l'information. Il faut penser au chiffrement asymétrique en cryptographie. Un système asymétrique fonctionne avec deux clés. Une clé publique, visible par tous, et une clé privée, détenue uniquement par ceux qui ont le droit de déchiffrer le message. Ainsi, tout le monde peut voir le message chiffré, mais sans la clé privée, tu ne peux rien en faire. C'est ce qu'on appelle les katas, c'est la forme visible, une séquence de mouvements avec des directions et des postures. Tout le monde peut les voir, tout le monde peut les apprendre par cœur. Tout le monde peut faire un kata chez soi.
Les angles semblent parfois bizarres, incohérents, les trajectoires peuvent sembler exagérées, certains gestes peuvent sembler gratuits, et c'est voulu, ce sont des leurres délibérément intégrés dans le code. Et la clé privée, c'est le bunkai, c'est l'interprétation, le déchiffrement détenu uniquement par la lignée et transmis de maître à élève, jamais exposé publiquement. Elle reste entre les initiés. C'est là que réapparaissent les projections, les clés, les étranglements et les frappes aux points vitaux qui sont encodés à l'intérieur des katas. C'est donc dans le bunkai que tu vois si quelqu'un comprend son kata ou s'il ne fait que reproduire un karaoké gestuel. Et c'est là que le parallèle avec la capoeira est pertinent. Les esclaves brésiliens présentaient leurs entraînements au combat comme une danse pour éviter qu'ils ne soient interdits. La forme visible ne révèle pas l'intention réelle et le kata suit cette même logique. Une forme civilisée, une séquence de mouvements chorégraphiques dans le vide qui conserve en elle quelque chose d'extrêmement brutal et mortel. Funakoshi, le père fondateur du karaté. En 1922, soit avec 40 ans de retard par rapport au judo de Jigoro Kano, Funakoshi Gichin, un maître du karaté d'Okinawa, est invité à faire une démonstration de karaté à Tokyo lors d'une exposition nationale d'éducation physique. À partir de là, Funakoshi ne repart jamais à Okinawa. Et il n'est pas le seul. Dans les années qui suivent, d'autres maîtres d'Okinawa prennent le large pour rejoindre Tokyo, chacun leur tour, avec leur propre lignée, leur propre vision et leur propre philosophie. Et c'est là que le karaté commence à se fragmenter, non pas en se dégradant, mais en se diversifiant en plusieurs styles. Mais le style de Funakoshi est le style le plus japonisé. Il traduit, il simplifie, il uniformise les katas pour les rendre accessibles au public japonais. Il crée le style Shotokan, et ce style, il l'intègre dans les universités de Tokyo. C'est le style le plus linéaire, le plus puissant visuellement et le plus adapté à l'enseignement de masse. Et ce sera pour cette raison que le Shotokan deviendra le style dominant en Occident. La diffusion du karaté. Donc à ce stade, on a un art martial qui n'est pas encore un sport game, mais c'est un art martial adapté à l'enseignement, adapté au grand public, intégré dans le système japonais, qui peut être exporté à l'international. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, que la JKA, la Japan Karate Association, envoie ses meilleurs experts à l'étranger avec une mission claire, uniformisée, modernisée, exporter le karaté comme produit culturel japonais. Le véhicule de transmission du karaté est quasi exclusivement le Shotokan. Les autres styles existent, se transmettent, mais avec leur propre réseau et sans la JKA derrière eux. La sportification du karaté. Donc des années 60 aux années 80, les fédérations internationales, la WUKO, future WKF, vont créer un game de toutes pièces, des règles, des arbitres, des catégories, des points, des arrêts, une uniformisation des katas, un système de notation, avec comme modèle le judo qui avait déjà fait tout ça depuis 80 ans. Le problème, c'est que le karaté n'a pas été conçu et pensé pour ça. Le judo, lui, a été conçu dès l'origine avec une logique de confrontation codifiée. Le randori est simple, tu projettes ou tu es projeté. C'est lisible, c'est évaluable, c'est naturel dans le système. Le karaté, lui, a été conçu autour d'un principe qui s'appelle Iken Isatsu, qui signifie que le premier impact est décisif. Ce principe est dans les fondements du karaté. Dans cet art martial, dans cette voie, tu évites absolument de recevoir le premier impact. Autrement dit, tu crées une ouverture, tu l'exploites et tu sors. Et tu ne rentres pas dans un duel. Tu ne t'enlises pas dans une confrontation, dans un combat, dans un échange de coups avec un adversaire. Tu l'éteins le plus rapidement possible et tu disparais, tu te remets à distance. Alors pourquoi le karaté a adopté cette voie-là? Pourquoi ce parti pris? Nous y reviendrons plus tard. Mais quoi qu'il en soit, mettre ça dans un format de compétition avec des points, des arrêts et des arbitres, c'est possible, mais cela exige des compromis importants. Et ces compromis produisent une forme de karaté plus lisible pour l'institution, mais souvent moins lisible spontanément pour le grand public. Concrètement, voilà ce que ça donne en combat compétitif en comité. La logique de l'Iken Isatsu est conservée sur le principe, c'est-à-dire que le premier impact arrête l'assaut. Tu touches ton adversaire, l'arbitre arrête l'assaut, ensuite on relance un nouvel assaut et on continue ainsi jusqu'à la fin du temps réglementaire. Si tu touches l'adversaire avec un coup de poing, tu marques 1 point. Si c'est un coup de pied au corps, tu marques 2 points. Si c'est un coup de pied à la tête, tu marques 3 points. Et si tu touches un adversaire au sol, tu marques également 3 points. Ce système préserve donc l'idée du premier impact décisif, mais il le met dans un cadre de jeu sans intention de blesser. C'est l'arbitre qui valide. Le contact doit être contrôlé. Le combat est interrompu à chaque point marqué. Ce n'est donc plus un combat, c'est un jeu de vitesse et de précision dans lequel on simule un combat. Ce sport game se rapproche en réalité davantage de l'escrime que de n'importe quel autre sport de combat. Le karaté a également introduit un autre sport game, le kata compétitif. Et là, le compromis est encore plus radical. Le kata est soumis à un jury qui note l'exécution, la puissance, la vitesse, la stabilité, l'amplitude des mouvements, la synchronisation, si le kata est réalisé en équipe. Le kata devient une performance évaluée sur son esthétique externe, sur ce que le jury voit, et non plus sur ce qu'il encode. Pour refaire le parallèle avec la cryptographie, c'est la clé publique qui est jugée comme une fin en soi, sans que la clé privée existe encore dans l'esprit des juges. Cela dit, et c'est le point que l'on oublie systématiquement, il existe en compétition un format qui se rapproche du décryptage du kata. On retrouve ce format dans le cadre des katas compétitifs en équipe lors des phases finales. Ainsi, les 3 équipiers exécutent le même kata en synchronisation, puis ils démontrent les applications martiales concrètes devant les juges.
c'est l'un des rares moments où la compétition force à montrer ce que le kata encode vraiment. Projection, clé, frappe en situation. C'est exigeant et c'est spectaculaire. Les gens l'oublient souvent, ce sport game. Ce n'est pas le championnat du Shotokan, c'est le championnat de tous les styles, tous mis dans un même moule compétitif et jugés sur les mêmes critères, avec les mêmes règles. De l'autre côté, pendant que la WKF se construit, le style Kyokushin se crée dans les années 60. C'est très axé sur des frappes au corps avec des coups de pied à la tête, en full contact. Il n'y a pas d'arrêt, on ne juge pas sur la touche comme au karaté de la Fédération mondiale. C'est physiquement parmi les sports de combat les plus exigeants qui existent. Le style Kyokushin ne rejoint jamais la WKF. Il construit son propre circuit de compétition et c'est un refus assumé du compromis. Résultat, quand le grand public regarde le karaté, il voit généralement le karaté avec les touches, les points, l'arbitre qui arrête et les katas notés comme des chorégraphies. Même si Morag MMA vous assure que ça c'est pas du karaté. Ce karaté compétitif n'est pas un faux karaté. C'est une spécialisation sportive du karaté avec ses propres règles, ses contraintes, ses objectifs d'optimisation. Même au sein du karaté Shotokan moderne d'aujourd'hui, déjà institutionnalisé, déjà très loin du karaté d'Okinawa, il existe encore une distinction réelle entre pratique compétitive et pratique de transmission. Le karaté non compétitif. D'un côté, le karaté orienté compétition avec logique de performance dans un cadre arbitré, et de l'autre, le karaté de dojo avec un travail technique, le principe de distance, les projections, la compréhension des structures de mouvement. Et donc la compétition n'en est qu'une couche parmi d'autres. Et ce karaté de dojo varie énormément d'un endroit à l'autre. Certains clubs se concentrent sur la formation d'athlètes compétiteurs, tandis que d'autres se concentrent davantage sur le travail des fondamentaux et des techniques de combat. Le niveau de profondeur de la transmission dépend à la fois du dojo, mais aussi des différents professeurs qui enseignent et de ce qu'ils veulent transmettre. Et c'est là que la question de la progression dans le karaté, le débat sur les grades et les niveaux devient intéressant. Si une jeune personne athlétique bat un 7e dan, est-ce que le 7e dan n'a aucune légitimité ? Alors cette question, je l'ai déjà entendue, mais elle repose sur une hypothèse implicite qui est fausse. En fait, elle suppose que le grade mesure une performance de combat pure et qu'il serait une sorte de leaderboard de combat. Mais ce n'est pas la variable que le système a cherché à optimiser de manière exclusive. Un art martial, comme on le disait, c'est un système complet qui intègre simultanément la capacité à survivre à la violence, la stratégie et la lecture de situation, la prise de décision sous stress, la stabilité émotionnelle et surtout la capacité à transmettre un savoir sans perte, sans le dégrader à travers les générations. Et donc le niveau de grade, le dan, témoigne de la manière dont le pratiquant est un nœud de stabilité du système. À la fois sa maîtrise des fondamentaux, son expérience, son niveau de connaissance. C'est pour ça que dans les examens de dan, il y a des parties de démonstration technique et selon le niveau de grade et l'art martial, il peut y avoir des parties explicatives très poussées. Et donc comparer un 7e dan à un jeune compétiteur explosif, c'est comparer deux fonctions différentes comme si elles optimisaient la même variable. C'est comme juger le sélectionneur de l'équipe de France de football sur sa capacité à battre ses joueurs titulaires sur un sprint. Ce n'est pas un test de légitimité, c'est une erreur de catégorie. Et si le karaté se retrouve aujourd'hui dans cette situation où ses grades semblent illisibles, où sa profondeur est invisible, où ses pratiquants doivent sans cesse se justifier, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de décisions très concrètes dans un contexte politique très précis. Les forces institutionnelles. Il y a des forces dont on parle moins, mais elles ont pourtant été décisives, notamment en France et en Europe. Elles possédaient l'accès aux salles, négociaient directement avec les ministères. En France, c'était notamment le judo institutionnel. Pour rappel, Kano avait créé le standard. C'est lui qui a défini ce à quoi un art martial institutionnalisé devait ressembler. Le judo a défini le format de l'API art martial, exactement comme l'a fait OpenAI quand il est arrivé avec ChatGPT. OpenAI a imposé son format de requête, son système de token, sa structure de prompt. Anthropic, Mistral, Google, tous ont dû s'aligner ou proposer une alternative compatible avec le format OpenAI qui avait été adopté par tout le monde parce qu'il était le premier à poser le cadre. Le judo a fait exactement ça avec les arts martiaux institutionnels. Il a posé le cadre, les grades en dan, les ceintures de couleur, les compétitions, la pédagogie validée par l'État, une pédagogie non dangereuse. Alors quand le karaté est arrivé, ce cadre existait déjà. Et pour rentrer dans les institutions, les ministères, il fallait s'y conformer ou en être exclu. Le judo, historiquement mieux installé, a posé le standard des disciplines dites acceptables dans les fédérations et les écoles. Il fallait proposer un karaté éducatif, non dangereux, non concurrentiel avec le judo. Résultat, restriction du plein contact. On enlève les projections pour que ça ressemble le moins possible au judo. On enlève le travail au sol, les clés, les frappes réelles. Ce n'est pas arbitraire, c'est institutionnel et politique. Ainsi, le karaté s'est adapté. Il s'est retrouvé dans une zone floue, pas assez réelle pour les puristes, pas assez institutionnelle pour les ministères. Et tout ceci, c'est l'histoire d'un système vivant qui a traversé 150 ans d'adaptation. Une population désarmée à Okinawa, des maîtres qui traversent le Japon, qui standardisent pour exporter, des fédérations mondiales qui créent un sport game pour s'institutionnaliser, des ministères qui imposent leurs contraintes, des institutions qui défendent leur territoire. Bref, le problème n'est pas le karaté, ni même le Shotokan. C'est le poids cumulé de 150 ans de compromis, de partis pris et d'adaptations successives. Chaque adaptation étant totalement logique dans son contexte, cohérente avec la contrainte de l'époque et qui finit malheureusement par produire des choses difficiles à lire pour Sony qui n'a pas compris le but de ce sport. Alors apparemment c'est un sport, donc c'est forcément dispo sur le lien dans la bio, vous le savez, avec 30 000 chaînes et 20 000 films, HD 4K. Donc voilà le tableau. Le karaté sportif s'est éloigné du karaté originel d'Okinawa. Alors oui, le karaté WKF, c'est un sport game, mais ce game-là est l'un des plus exigeants athlétiquement qui existe. Alors regardons froidement ce que ce système produit comme athlète.
Qu'est-ce que la WKF produit? Déjà, la règle des 3 points pour un coup de pied à la tête n'est pas là pour faire joli. Elle crée une obligation athlétique réelle. Souplesse de hanche extrême, rotation explosive du bassin, stabilité de la jambe d'appui, contrôle au millimètre à l'impact. Un Mawashi Geri-Jodan valide en compétition internationale est biomécaniquement aussi exigeant qu'un élément de gymnaste. Sauf que lui, en plus, il doit être placé sur quelqu'un qui va activement essayer de l'en empêcher. De plus, en cumulité, la fenêtre de travail, la vitesse de décision en assaut se situe entre 0,2 et 0,3 secondes entre la lecture de l'ouverture et l'impact. Un boxeur, lui, travaille dans des échanges continus avec un adversaire à portée constante. Un combattant de karaté sportif, lui, travaille dans des éclairs isolés sur des distances variables, avec un adversaire qui peut être à 1 mètre ou à 2 mètres. Lecture du mouvement adverse, capacité de freinage et de contrôle à l'impact, ce sont 2 systèmes nerveux totalement différents, 2 temps de traitement différents et 2 types d'explosivité qui n'ont rien à voir. Maintenant, parlons du kata de compétition. C'est un programme de sprint en intervalle, superposé à du gainage et de la coordination complexe. Chaque accélération, chaque freinage, chaque changement de direction doit produire un effort maximal à des instants précis. C'est donc un outil de développement neuromusculaire extraordinaire. Donc le grand handicap aujourd'hui du karatéka moderne, c'est sa tolérance au contact. Donc si tu transplantais un karatéka de haut niveau dans un cadre avec du contact brutal, s'il a réussi à effectuer son travail d'adaptation au contact, alors tu aurais un profil extrêmement dangereux. On connaît déjà des exemples parce que le karaté introduit une géométrie que la plupart des combattants ne savent pas gérer, des angles improbables, des sorties obliques, des changements de rythme très brutaux. On retrouve d'ailleurs ce phénomène lorsque des karatékas se reconvertissent vers des boxes pied-point, comme la boxe française. Souvent, ces anciens karatékas sont décrits comme insupportables à gérer en sparring, non pas parce qu'ils dominent en puissance pure, mais parce qu'ils cassent le rythme habituel. Ils touchent vite, sortent immédiatement de la distance, ne sont pas dans l'échange prolongé et ils empêchent littéralement l'adversaire d'installer son jeu. La question du réalisme. Ce qu'on reproche au karaté sportif est une critique pertinente si on l'applique avec des critères de combat en situation réelle. Or, c'est un sport game. Donc si on applique des critères de sport game, ces critiques n'ont plus de sens. Personne ne demande à un gymnaste si cela marche en bagarre. Ce qu'on fait, c'est qu'on admire la performance athlétique, pas pour son application directe dans la vie quotidienne. Mais le karaté, lui, a été marqué comme un art de combat. Donc les gens le jugent sur ce critère. Et on ne peut pas leur en vouloir. Cependant, il faut aussi être de bonne foi. Si l'efficacité en situation réelle est le critère unique, alors même le MMA et les autres formes de boxe deviennent inutiles. Puisqu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas le droit de mettre des doigts dans les yeux, il n'y a pas le droit de frapper aux parties intimes. Le Krav Maga ne sert à rien non plus, puisqu'il existe des situations avec des armes à distance. Est-ce qu'une mamie de 50 kg va réussir à désarmer, saisir et appliquer toutes les techniques de Krav Maga sur un grand gaillard de 2 mètres et 100 kg? C'est très peu probable. À la fin, tout devient inutile, tout ne sert à rien, sauf éventuellement l'armée, les armes à feu, le combat militaire. Dans une situation réelle, tu n'as aucun contrôle sur le nombre d'adversaires, sur le fait qu'ils soient armés ou non, ni sur l'environnement. Donc le seul outil réaliste, c'est l'arme à feu. Qu'on soit pour ou contre le port d'armes, cet argument est cohérent. Ce raisonnement mène à une conclusion que la plupart des gens ne sont pas prêts à assumer. Peu importe que les personnes soient de grands défenseurs du karaté, du MMA, de la boxe ou du Krav Maga, quand on pousse le réalisme absolu jusqu'au bout, on sort du domaine du sport de combat pour entrer dans celui de la survie armée. Et ce ne sont plus les mêmes questions qui se posent. La vraie question n'est pas est-ce que ça marche en bagarre, ni est-ce que ça marche si je me fais agresser. La vraie question c'est quel scénario cette discipline a-t-elle choisi d'optimiser? Est-ce que ce scénario me convient? La boxe a choisi de se concentrer sur le combat en échange continu, 2 combattants engagés dans un échange de... La lutte ou le judo a pris un autre parti pris. L'annulation de la distance, donc un scénario où une personne attrape l'autre et doit la contrôler et la maîtriser. Le MMA, lui, optimise un scénario de duel total en échange continu entre 2 adversaires qui restent engagés. C'est un scénario dans un environnement contrôlé avec un adversaire unique et sans armes. Et le karaté, on l'a dit, optimise le premier impact décisif, le principe du ikenisatsu. Tu crées une ouverture, tu éteins l'adversaire et tu ressors. Tu ne t'enlises pas dans une confrontation en duel, tu reprends ta distance. C'est un parti pris stratégique. Et c'est aussi pour cela que la logique du karaté est plus cohérente dans un scénario où tu es désarmé et où tu peux faire face à plusieurs adversaires. Parce que s'enliser dans un combat au sol ou dans un combat corps à corps prolongé, dans ce contexte, est une condamnation. Tu perds la vue globale de ton environnement, d'autres adversaires, ils peuvent arriver de n'importe quel côté. Alors si on prend ta mère, la triple championne du monde de karaté, et qu'on la met sur un ring face à Mike Tyson, c'est le pire scénario possible pour elle. C'est exactement ce que le karaté cherche à éviter. Alors qu'un karatéka 9e dan est sans doute une personne d'environ 80 ans qui a atteint ce grade honorifique après avoir dédié sa vie entière à son art et à sa transmission. Elle va peut-être le battre dans un combat physique, mais cette victoire ne te dit rien sur le karaté. Elle te dit juste que tu as confondu 2 choses qui n'ont rien à voir. Chaque discipline a ses origines, son histoire, ses évolutions, ses partis pris, ses compromis, parfois techniques, parfois politiques, parfois marketing. C'est tout ça qui finit par définir un scénario qu'elle amène à optimiser. Donc un art martial n'est pas une copie parfaite de la violence réelle. C'est une manière de choisir ce que l'on décide d'optimiser face à elle. On n'a jamais eu la prétention, nous les sportifs, les combattants professionnels, de dire que dehors on stoppe un mec avec un couteau ou autre. Nous, notre prétention, c'est de dire que nos entraînements nous permettent de performer dans des combats sportifs. Ça veut dire que dans une situation où quelqu'un vient vous racketter avec un couteau, le meilleur choix serait peut-être de fuir ou de lui donner ce qu'il vous demande. N'oubliez pas que l'arme principale de l'humain, c'est l'intelligence.